le soir. Avec Marceau et Laurence. Marceau, le soir. Radio X. L'enquêteur du paranormal est avec nous au téléphone. Salut Christian Page. Salut Yann. Comment ça va? Ça va pas mal, toi? Pas pire, pas pire. On a eu une bonne nouvelle la semaine dernière, c'est que tu as annoncé le titre de ton prochain livre. Oui, c'est les les théories du complot. L'enquêteur des théories du complot. T'as changé ton nom cette fois-là. Comment ça? Ben, c'est l'enquêteur des théories du complot. Toi, t'es l'enquêteur Oui, du c'est ça. paranormal. L'enquêteur des théories du complot par l'enquêteur du paranormal. Voilà. C'est avec le sous-titre. Ça commence à être compliqué sur une carte d'affaires, ça. Oui, c'est ça. Ça fait long. Oui. Fait que Mais là, c'est tout le temps le même beau bonhomme. Oui, c'est ça. Il va sortir On quand, ne l'oublie pas, celui-là. Hein? Ben non. Puis lui aussi, son petit monsieur, il est en forme. Ah, tu nous écoutais tantôt. Absolument. Tu dois remarquer toujours une petite différence entre la radio de Québec et la radio de Montréal. Hein? Toujours, oui. Monsieur Arcan à Montréal parlerait pas de son petit monsieur. Non. Non. OK. Hey, parlant de la radio de Montréal, c'est important de mentionner aux auditeurs parce que t'as tes auditeurs de Montréal qui nous écoutent à Québec, ça, à chaque fois que chacun de tes passages, on s'en rend compte parce qu'ils nous écrivent. C'est important de dire que même si M. Dutrisac est parti du 98.5 à Montréal, tu vas quand même continuer tes chroniques. Effectivement, donc, parce que je sais que c'est une question, moi aussi, qui m'a été souvent posée là, depuis vendredi. Effectivement, Benoît Dutrisac, on l'a appris par les médias, a quitté le 98.5 et moi, ça faisait 7 ans au sein de l'émission de Benoît que j'animais cette chronique Mythes et complots. Ouais. C'était une des chroniques d'ailleurs les plus écoutées et réécoutées en podcast. Là. Et là, les gens me demandent, est-ce que avec le départ de Benoît, est-ce que c'est la fin de ma chronique? La réponse est non. La direction de Cogeco m'a assuré que la chronique resterait. Elle serait encore présentée les mercredis après-midi jusqu'à la fin de la saison, là, donc jusqu'à l'été en fait. Okay. Et on la retrouverait dans l'émission d'automne à partir qui va débuter la nouvelle saison. J'imagine à Québec, c'est un peu la même chose. Dernière semaine du mois d'août. Oui. C'est la saison d'automne qui commence et on m'a assuré que la chronique serait à ce moment-là reportée dans la nouvelle émission également. OK. Est-ce qu'on ça va toujours être l'après-midi? On te mettra pas sur les autres émissions, là. Non, c'est ça. Donc, ce sera l'émission qui va remplacer l'émission de Benoît Dutrisac. Okay. Donc, cette émission qui va être de midi à 15h. Et moi, certainement, je serai dans le créneau comme je le suis en ce moment, c'est-à-dire dans le créneau de 14h30 à 15h. T'as-tu eu l'occasion de parler avec M. Dutrisac? On a échangé un courriel, mais c'était très laconique. C'était au lendemain de son départ. Ouais. Et il s'est gardé de faire de quelques commentaires que ce soit. Mais c'est triste quand même. Ça faisait 7 ans que tu travaillais avec. De perdre un collègue, nous, on l'a vécu à la station là, 2 fois. Puis à chaque fois, là, ça nous fend le cœur en deux. Là. Oui, ça nous fend le cœur, puis c'est sûr qu'avec Benoît, puis je pense que les auditeurs qui nous écoutent ce soir et qui écoutent la chronique depuis un bout de temps au 98.5 à Montréal, entre moi et Benoît Dutrisac, il y avait une chimie extraordinaire. Moi, j'avais rencontré Benoît à la toute fin des années 2000, ça devait être 2007-2008, quelque chose comme ça, même peut-être un peu plus tôt, là. Et Benoît animait à ce moment-là, il y avait un segment dans le Grand Journal qui était diffusé à TQS à l'époque. Ouais. On s'était rencontrés à ce moment-là et ça avait tout de suite bien collé entre nous. Et puis, éventuellement, quand il a fait le saut à la radio, il m'a demandé, écoute, ce serait le fun si on faisait cette chronique-là. Et finalement, la chronique, pour différentes raisons, j'ai pas pu le faire à ce moment au début, mais finalement, en 2010, j'ai rejoint l'équipe de Benoît et depuis, donc, j'assume cette chronique-là. Et la chimie a toujours été très bonne, les fous rires, et je pense que c'est sûr que quand on fait une chronique comme celle-là, il y a toujours une problématique, c'est-à-dire que la chronique est présentée avec un certain humour. Et ça plaît pas à tout le monde. Et d'autres personnes aiment beaucoup ce ton d'humour. Hein, les paranormaleux, les purs et durs, eux, trouvent que le sujet est traité avec légèreté. Ouais. Et les autres, qui bien souvent trouvent un peu le sujet ridicule, trouvent que c'est traité comme il se doit, avec une pointe d'humour. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et les gens doivent comprendre que dans une émission comme celle-là,
Puis c'est la même chose avec Marceau le soir. C'est-à-dire que moi, quand je fais l'émission de Benoît Dutrisac, je dois m'en remettre un peu aux balises de Benoît. C'est son émission. C'était son émission. Donc, c'est lui qui disait, bon, ben voici mes balises. Moi, j'aimerais que cette chronique-là soit présentée avec de l'humour, etc. Donc, je le faisais parce que c'était un peu lui le chef d'orchestre. Voilà. Et quand on parle de l'émission de Marceau le soir, ben c'est un peu différent. C'est-à-dire que... C'est Laurence. C'est Laurence qui dit ce que l'on doit faire. Puis si on le fait pas, on a un coup de fouet. Oui, c'est ça, ouais. Exact. Avec ses talons hauts et sa tondeuse. Mais ce que je trouvais de particulier, c'est qu'à la radio de Montréal, on n'a pas la chance souvent d'entendre ce type de chronique-là que tu faisais depuis 7 ans. Non. C'est comme si tu sortais un peu du lot à chaque semaine. Exactement. Et c'est vrai que j'occupe une niche à Montréal qui n'est occupée par personne d'autre. D'abord, il fallait convaincre la direction de faire une chronique sur l'insolite, le bizarre et le paranormal, ce qui est pas facile parce que on le sait, on reviendra pas sur le sujet, mais on le sait, il y a eu des émissions à la télévision ces dernières années qui ont complètement discrédité le paranormal et on se rappellera notamment l'émission de Chantal Lacroix, les rencontres paranormales qui avait jeté, là, ça a été un peu une sorte, ça l'a régressé en fait, tout ce qui avait été fait de manière sérieuse sur le paranormal, on a reculé avec ça, là. Ben, je veux dire, juste cette émission-là, j'ai regardé le premier segment où on voyait le gars qui était clairement en train de faire bouger la table avec ses genoux pis le dessous de ses pieds, là. Puis je me suis dit, oh boy. Et je pense qu'ils vont faire rire d'eux autres pendant une couple d'années, eux autres, là. Voilà. Et ça a été, ce qui est dramatique là-dedans, puis c'est qu'il faut bien comprendre que il y avait des gens dans le milieu du paranormal, des artisans qui ont une approche rigoureuse et sérieuse. Et ces gens-là, bien sûr, travaillaient d'arrache-pied en coulisses dans le but d'amener une émission sérieuse à la télévision. Et soudainement, on a une Chantal Lacroix qui ne vient pas de l'univers du paranormal. Elle faisait des annonces de pain, elle faisait des émissions de cuisine puis de rénovation, puis tout d'un coup, elle décide de se lancer dans le paranormal. Elle vient, si on peut dire, un peu scraper le sujet. Ouais. Puis là, une fois que le sujet est bien scrappé, puis que moi et tous les autres artisans du milieu qui souhaitaient faire quelque chose de sérieux, on s'est fait fermer la porte à tous les niveaux. Ben là, Chantal Lacroix dit, bon, ben maintenant que j'ai comme mis le feu dans la maison, je vais retourner aller faire des émissions de cuisine puis de rénovation. Ouais, retourner au Canal Pomme. Ouais, fait que là, pendant ce temps-là, ben, tous les gens comme moi qui, pendant des années, essayaient de développer des projets, ben là, on était renvoyés littéralement aux calendes grecques. Fait qu'il fallait donc au départ convaincre Cogeco 98.5 FM de mettre en onde une chronique qui aborderait ces sujets-là. Et ensuite, il fallait trouver le bon ton, le ton éditorial. Et Benoît, même si les gens, si des gens n'aiment pas le ton humoristique qui était présenté à la chronique, le fait que cette chronique est devenue la chronique la plus écoutée, la plus réécoutée du 98.5, prouve bien que le choix éditorial de Benoît était le bon. Effectivement. Puis, je veux dire, on est tous un peu curieux. Tu sais comment je t'ai découvert, je te l'ai déjà dit, ça t'a pas fait plaisir d'ailleurs. Tu faisais un peu partie des meubles dans ma chambre parce que j'avais une télé 14 pouces noir et blanc. Dans ce temps-là, t'avais des cheveux. Oui, c'est ça. Et on présentait de dossiers mystères. Si je me trompe pas, c'était avec Pierre Laporte. Ouais, c'est ça. Et toi, une fois de temps en temps, t'arrivais, là. Moi, c'est comme ça que je t'ai connu puis je t'ai trouvé intéressant. J'étais très jeune à ce moment-là, très, très jeune. Et moi, j'étais plus jeune avec des cheveux. Mais déjà, à ce moment-là, je trouvais que t'avais un talent absolument incroyable. Et depuis toutes ces années, ça date de combien de temps, hein? Ben, tu vois, l'émission Dossier Mystère, c'était ma première, là, on parle de l'émission Dossier Mystère à TQS. Oui. Et non pas la reprise que j'ai faite il y a quelques années à Canal D. Là, on parle vraiment de la version TQS. Elle date de 1990. Donc, on se situe là, je pense que la première diffusion, ça a été en 90 et ça l'a perduré jusqu'en 92. Donc, c'était sur cette période-là et c'était les productions René Ferron qui faisaient ça. Et ça a été mon premier emploi à la télévision, ça a été celui-là. Ben, moi, c'est là que j'ai découvert Christian Page. Monsieur Ferron, en passant, il y a encore du matériel de lui sur YouTube, hein? Oui, il y a encore du matériel, puis c'est un type, il a conservé. Moi, écoute, j'étais enchanté de ça. Il y a quelques années, j'ai fait une émission et on avait besoin du piétage qu'on avait tourné à l'époque. Il y avait eu un incident OVNI très important au Québec. C'était produit à Sainte-Marie-de-Mont-Noir. Maintenant, c'est fusionné avec la municipalité de Marieville. C'est en Montérégie.
Donc, le 20 novembre 1989, des gens au petit matin ont observé dans le ciel toute une série de lumières un peu insolites. Et puis, 48 heures plus tard, je te rappelle, on est le 20 novembre 1989, oui. 48 heures plus tard, à la verticale de l'endroit où on a observé ces lumières-là, on trouve dans un champ qui est un peu laissé en friche, un cercle de 20 mètres de diamètre où l'herbe a reverdi comme en été. Alors, tu t'imagines la stupéfaction des gens, parce que ce terrain-là est une sorte d'enclave. Tout le tour, il y a des habitations. Donc, les gens, en voyant, et le hasard a fait que le 21 et le 22 novembre, il est tombé une petite neige. Donc, on a un champ avec une fine couche de neige, et au milieu, comme ressortant de cette couche de neige, ce cercle de 20 mètres de diamètre où l'herbe est verte, et il y a pratiquement des fleurs qui ont commencé à repousser. OK. Alors, tu comprends que les gens qui vivent autour, qui ont des enfants, qui vont jouer dans cette enclave, commencent à se questionner qu'est-ce que c'est ce cercle et est-ce qu'il ne pourrait pas s'agir d'un phénomène radioactif ou magnétique? Et bien sûr, ils craignent pour la sécurité et la santé des enfants. Ils vont contacter la Gendarmerie royale du Canada, le détachement de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui vont envoyer 2 agents sur place, dont l'agent Antonio D'Angelo. Ces gens-là vont prendre des photographies, vont faire un relevé d'incidents en prenant les descriptions des témoins. Et puis, des analyses seront faites qui vont démontrer que le champ n'était pas radioactif. C'est une sorte de réaction chimique qui s'est produite, qu'on n'explique pas, mais qu'il n'y avait pas de radioactivité. Alors, à partir de là, la GRC n'avait plus un travail à faire. Ça relevait, en fait, de la crème scientifique, si je peux dire. Ouais. Moi, je suis allé sur place, j'ai pris des échantillons qui ont été envoyés à l'Université Laval, donc chez vous, à Québec. Ouais. On avait le département d'agronomie, l'analyse des sols, et c'est un type, Jacques Debroux, qui était attaché au laboratoire, qui a fait des analyses, et ces analyses ont démontré que le cercle en question, le taux de chlorophylle était 10 fois supérieur au taux normal et le taux d'azote était de 4,5% de plus que 4 fois, pas 4,5%, mais 4,5 fois plus élevé que le taux normal. Et je me rappelle Jacques Debroux, à qui j'avais posé la question, je disais, OK, moi qui n'ai pas un spécialiste en agronomie, qu'est-ce qu'on doit conclure de ça? Et dans une boutade, Jacques Debroux m'avait dit, écoute, on connaît rien de mécanique ou d'artificiel qui est capable de redynamiser un champ au mois de novembre en 48 heures, comme ce fut le cas à Sainte-Marie-de-Mont-Noir. Et si c'était une fraude, le type qui a fait ça pourrait faire pousser des tomates dans le désert. C'est incroyable. Est-ce que la géothermie a été mise de côté? Oui. Et ce qui est assez étonnant, c'est que 1 an après ces événements-là, donc il y avait ce cercle qui est resté visible pendant de longs mois, et l'été suivant, il y a une végétation tout à fait atypique qui a commencé à pousser sur le cercle. Et à ce moment-là, le hasard a fait qu'on est en 1990, c'est le début de la série Dossier Mystère. J'ai cet emploi, donc je propose qu'on fasse un topo sur cette histoire-là. Et c'est ce que l'on a fait. Donc, la première fois où cet incident-là a été présenté à la télévision, c'était dans le cadre de ces fameux Dossiers Mystères. Et il y a quelques années, j'avais besoin de quelques images qui avaient été tournées à l'époque. J'appelle René Ferron. Et René me dit, écoute, mon Christian, il dit, j'ai gardé toutes les images. Fait que évidemment, c'était plus la qualité vidéo qu'on a aujourd'hui, là. Ouais. À l'époque, on tournait sur du Betacam, là. Bon, ceux qui connaissent un peu le domaine de la télé vont savoir de quoi je parle. Donc, on avait tourné ça là-dessus. Mais c'était quand même, René Ferron avait eu la vivacité d'esprit de garder, même une fois l'émission montée, diffusée, il avait gardé tout le piétage et les éléments qui avaient servi au reportage. Et ça a été extraordinaire. Est-ce que M. Ferron est toujours en vie aujourd'hui? Oui, absolument. Oui, parce que lui, là, il y avait des bonnes idées d'émission. D'ailleurs, Dossier Mystère, ça venait de lui. Mais Caméra 89, là. Oui, voilà. Ça a été la grosse émission. Les gens qui se rappellent les années 80 à la télévision, c'est vrai que cette série, en fait, de reportages un peu choc, Caméra 89, Caméra 90, effectivement, c'était des reportages qui sortaient un peu de l'ordinaire. C'était un peu choc. Et ça a fait un peu les belles années de TQS à l'époque. Je pense que c'était les émissions phares de TQS au milieu des années 80, c'était cette émission de Dossier Mystère et les fameux caméras 89, 90 et compagnie. Quand je veux me rappeler des souvenirs, je m'en vais sur YouTube, sur la chaîne YouTube de M. Ferron, puis je regarde les reportages de Caméra 89. Puis je pense que j'ai vu du Dossier Mystère aussi, là, le premier Dossier Mystère. OK. Toujours intéressant.
Peut-être, Laurence, qu'on pourrait l'inviter, M. Ferron. Oui, je prends ça en note. De ce temps-là, ça rappellerait des souvenirs aux gens. Pour ta chronique, Christian Page, on parle de la sonde américaine Lunar Reconnaissance Orbiter. Oui, voilà. Et ça, c'est assez amusant parce que l'incident dont je vais t'évoquer est pas nécessairement récent. Hein? Le 13 octobre 2014. Donc, faut savoir, d'abord, disons pour les auditeurs, le besoin des auditeurs, actuellement, il y a plusieurs sondes qui orbitent autour de la Lune. En fait, la Lune a été entièrement refotographiée au cours des 10 dernières années. Avant, on avait les photographies qui avaient été prises par des sondes américaines dans les années 60 et durant les missions Apollo, on avait également photographié la surface de la Lune. Mais depuis une dizaine d'années maintenant, de nouvelles sondes orbitent autour de la Lune et le Lunar Reconnaissance Orbiter est sans aucun doute celle qui a donné l'échantillonnage le plus fertile. Et ce qui était extraordinaire d'ailleurs, grâce au Lunar Reconnaissance Orbiter, la sonde est repassée au-dessus des sites d'atterrissage des missions Apollo et nous a offert des images, mais vraiment d'une qualité extraordinaire où on voit le module d'atterrissage, la plateforme du module d'atterrissage sur la Lune. On peut voir la Jeep, on peut voir le drapeau, les instruments laissés par les astronautes. On peut même voir sur certaines photos les empreintes de pieds et des roues laissées par le rover, qui était une sorte de petite Jeep là, qu'on a utilisé durant les missions Apollo 15, 16 et 17. Donc, on peut voir ces traces dans le sable lunaire. C'est vraiment extraordinaire. Donc, ce fameux Lunar Reconnaissance Orbiter, qui est toujours actif aujourd'hui, le 13 octobre 2014, a été frappé par quelque chose. Donc, c'est un peu, imagine-toi que ce qu'il transmettait à ce moment-là, c'est une sorte de bande, un peu comme s'il scannait la surface de la Lune. Et puis, à un moment donné, durant la transmission, toute la sonde s'est mise à être secouée, comme si quelqu'un avait brassé la caméra. Alors, évidemment, l'image est devenue un peu avec des vagues et des zigzags, et puis elle s'est rétablie assez rapidement. Alors, cet événement-là a été passé un peu sous silence, mais voilà que le 26 mai dernier, la NASA est revenue sur cet incident-là et dit, après avoir analysé l'ensemble des données depuis tout ce temps-là, elle a maintenant la conviction que, effectivement, la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter a été frappée par un objet. Et là, évidemment, les amateurs d'OVNI diront, oui, c'était un engin extraterrestre peut-être, mais pour la NASA, il s'agissait en fait d'un micro-météorite. En fait, on parle d'une météorite dont la dimension était 2 fois plus petite que la tête d'une épingle. Donc, il faisait 0,8 mm de diamètre et il voyageait à une vitesse quand même à la vitesse d'une balle, là, littéralement, parce que c'était 25 000 km à l'heure. Et puis, on a même réussi à reproduire, parce qu'évidemment, la sonde a transmis une sorte d'écho électromagnétique de cette percussion, et on a réussi à reproduire, en fait, le bruit de la collision. Et je ne sais pas si vous avez eu le temps de le monter. Est-ce qu'on peut le faire entendre aux auditeurs? Oui, je te fais entendre ça à l'instant, mon cher Christian. On y va. Laurence, c'est lequel? C'est le premier en haut. Do you believe in aliens? I'm absolutely convinced. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, donc c'est le deuxième. Ouais. Et ça a été entendu dans l'espace. Ouais, en fait, ça, c'est ce que tu aurais pu entendre si tu étais aux côtés de la sonde et si le son se répercutait dans l'espace. Oui. Parce que faut toujours se rappeler que quand on regarde des films de science-fiction, le bruit dans l'espace, les explosions, tout ça, ça ne se produit pas. Il peut y avoir une explosion dans un module, là, comme à Apollo 13, parce qu'il y avait une alimentation en hydrogène ou en oxygène. Ouais. Et en réalité, il ne peut pas y avoir de feu dans l'espace et il n'y a pas de bruit non plus. Mais si on était dans l'espace et si le bruit pouvait être entendu, c'est ce fameux petit bruit, ce poc qu'on a entendu, comme effectivement une balle de golf qui frappe un objet métallique. Donc, maintenant, la NASA a la certitude que c'est bel et bien ce qui s'est produit. Donc, ce petit mouvement d'oscillation du Lunar Reconnaissance Orbiter vient de cette collision avec une micrométéorite. Mais tu comprendras que ça n'a pas fait peur les théoriciens du complot qui, eux, voient, bien sûr, un énième complot de la NASA. Donc, pour eux, toute cette histoire-là est un leurre. Les images, la sonde n'a jamais, selon la version qu'ils nous proposent, la sonde n'aurait jamais été percutée par un météorite, mais les images auraient été volontairement rendues floues par la NASA parce que la sonde photographiait à ce moment-là des structures sur la Lune qui prouveraient que la Lune est habitée par des colonies d'extraterrestres. Est-ce que tu y crois? Pas du tout.
Maintenant... Il m'apparaît plus vrai, la théorie du micro-météorite qui aurait frappé la sonde me paraît plus vraisemblable que la NASA qui essaie de dissimuler de l'information pour cacher des bases sur la Lune. Posons-nous la question, pourquoi la NASA, 2 ans après, reviendrait-elle à cette information-là pour à nouveau ramener le sujet dans l'intérêt des médias alors que l'affaire était complètement oubliée? Laurence? Ça avait comme pas de sens. Laurence, tu te souviens de ce qu'on a appris sur les Égyptiens? Tu as vu des documentaires sur l'Égypte ancienne? Vite de même, honnêtement, c'est très loin, là. Oublie tout ça, parce que Christian Page va nous dire que tout ça est faux. Ouais, en fait, ce qui est faux, c'est que, on le sait, les Égyptiens de l'Égypte antique fascinent énormément. Donc, on les a attribués, bien sûr, avec des constructions gigantesques. On pense, par exemple, aux pyramides, les temples monumentaux. Ouais. Bien sûr, tout ça fait rêver et des amateurs un peu d'histoire-fiction ont essayé de tracer des liens en disant peut-être que les familles royales égyptiennes de cette Égypte pharaonique étaient peut-être les descendants de civilisations de super civilisations comme par exemple les Atlantes, ou encore il y a même des gens qui sont allés jusqu'à dire et pourquoi pas que les pharaons ou les familles royales auraient pu être issus d'un mixage, une hybridation entre des humains et des extraterrestres, ce qui expliquerait pourquoi cet avancement de technologie et de connaissances, notamment dans le domaine de l'astronomie qu'on retrouve, c'est les Égyptiens de l'Égypte antique. Sur le plan historique, les historiens, bien sûr, eux n'adhéraient pas trop à l'hypothèse des Atlantes ou des extraterrestres, mais jusqu'à maintenant, on avait toujours pensé que les civilisations égyptiennes provenaient de la région du Sahara. Donc, on avait une sorte de berceau de civilisation, donc africaine, et que c'était ces gens-là qui étaient éventuellement devenus les Égyptiens. Et là, voilà que grâce à l'avènement des nouvelles technologies, on a pu extraire de l'ADN de toute une série de momies égyptiennes et on a analysé ces ADN pour avoir des marqueurs génétiques. Et ces marqueurs génétiques, donc, qui ne sont possibles que depuis très, très peu de temps maintenant, ces marqueurs génétiques montrent que nos Égyptiens ne venaient pas d'Afrique. En fait, ils ne venaient pas de cette fameuse région du Sahara comme on l'imaginait. En fait, ils appartenaient davantage à des groupes européens et probablement on croit que les premières souches de cette civilisation de l'Égypte antique venaient de la région de l'Israël, par exemple. Donc, l'Europe, l'Israël, mais pas l'Afrique comme on l'avait toujours cru. Et ça, c'est intéressant parce que jusqu'à maintenant, les historiens avaient quand même trouvé des liens entre l'Égypte antique et l'Afrique. Oui. On parle de liens architecturaux, des liens, par exemple, dans le tissage des tissus, bien sûr, mais également dans une façon de produire du blé ou des trucs comme ça. Donc, on trouvait qu'il y avait des ressemblances entre ça et ce que l'on retrouvait en Europe et pas ce que l'on retrouvait en Afrique. Alors, déjà, des historiens avaient émis l'hypothèse que les Égyptiens venaient peut-être d'Europe plus que d'Afrique. Mais c'était excessivement controversé. Et là, voilà qu'une preuve génétique vient démontrer que c'était cette hypothèse qui était visiblement la bonne. Les Égyptiens étaient de souche européenne et de l'Israël et non pas du Centrafrique comme on l'avait toujours cru. Quand on fait ce type de découverte-là, Christian, comment on fait pour informer le monde entier? Comment on fait pour informer tous les historiens du monde entier pour qu'ils se ravisent sur leurs théories puis sur ce qu'ils ont appris dans leur lecture? Moi, je pense qu'une découverte comme celle-là, ça prend à peu près une génération avant de s'imposer. C'est-à-dire que on commencera pas à faire un programme puis fouiller dans toutes les bibliothèques pour sortir les livres de l'Égypte antique puis les brûler sur la place publique. Tu comprends? Donc, ces ouvrages-là vont rester sur les tablettes. Donc, il y aura on va véhiculer cette information, mais il y aura, on peut dire qu'à partir d'aujourd'hui, avec cette découverte, il y a les prochains livres qui nous parleront de l'Égypte antique verront sans aucun doute à bien préciser l'origine des Égyptiens. Et puis à ce moment-là, peu à peu, cette information-là va faire son petit bonhomme de chemin. Et moi, je pense que d'ici une génération, l'information sera acquise, assimilée par l'ensemble des étudiants, des jeunes et des gens qui s'intéressent de près ou de loin à l'Égypte antique. Mais il faut donner du temps. Et la problématique aussi, tu l'as mentionné, comment est-ce qu'on réussit à véhiculer l'information? Et ça, c'est peut-être un peu
Bon, peut-être pour moi un peu de chialer, mais c'est vrai que je trouve que ici au Québec, on ne fait pas assez de place à la culture scientifique. On ne fait pas de place à la culture scientifique dans les médias, les journaux, que ce soit électronique, écrit. On ne parle pas trop de la science. Et les scientifiques, eux, de leur côté, non plus, préfèrent rester dans le tour d'ivoire plutôt que de descendre dans la rue et de vulgariser leur matière. Et ça, ben là, il y a toute une problématique autour de ça, mais bon, on ne peut pas réinventer, on peut pas changer le monde comme ça. Les scientifiques devraient être plus près des gens puis moins près des politiciens. Oui, peut-être, oui, c'est ça. C'est une bonne chose. On parle maintenant du mystère Bigelow. Oui, et ça, écoute, on va y aller avec l'extrait que tu avais commencé à diffuser. On écoute ça, c'est 1 minute. On va entendre la voix d'un type qui s'appelle Robert Bigelow. Do you believe in aliens? I'm absolutely convinced. That's all there is to it. Do you also believe that UFOs have come to Earth? There has been and is an existing presence, an ET presence. And I spent millions and millions. I probably spent more as an individual than anybody else in the United States has ever spent on this subject. Is it risky for you to say, in public that you believe in UFOs and aliens? I don't care. You don't worry that some people will say, did you hear that guy? He sounds like he's crazy. I don't care. Why not? It's not going to make a difference. It's not going to change reality of what I know. Do you imagine that in our space travels we will encounter other forms of intelligent life? You don't have to go anywhere. You can find it here. Yeah. Where exactly? It's just like right under people's noses. Oh my gosh. Wow. Qui est Robert Bigelow? Wow. Et là, écoute, pour les gens qui comprennent pas très bien la langue de Shakespeare, je vais faire une courte traduction. C'est à l'émission 60 Minutes. Ouais. On interroge Robert Bigelow. La journaliste lui demande, est-ce que vous croyez aux extraterrestres? Il dit, je pense, oui, j'y crois. Il y a toujours eu il y a en tout cas depuis un certain temps, cette présence des extraterrestres. Il dit, j'ai investi je sais de quoi je parle, j'ai investi dans ce sujet-là des millions de dollars, plus probablement que n'importe quel citoyen aux États-Unis. Ouais. Et ensuite, elle lui reprend la question, est-ce que vous craignez de dire ça? Puis j'en ai rien à cirer. Ça fait pas de différence ça changera pas de différence à la réalité. Ouais. La réalité, je la connais, et la réalité, c'est que les extraterrestres sont là. Et là, elle lui dit, OK, s'ils sont là, est-ce que vous croyez que dans les voyages spatiaux, on va les croiser, ces extraterrestres? Il dit, j'ai pas besoin d'aller si loin. Ils sont ici, ils sont juste sous notre nez. Et là, écoute, on tombe un peu à la renverse parce que ici, là, on n'est pas en présence, crois-moi, Yannick, on n'est pas en présence d'un illuminé avec ses bottes de caoutchouc dans le champ qui court après des extraterrestres. Là. Le type en question qui dit ça n'est nul autre que Robert Bigelow, qui est le directeur de la Bigelow Aerospace. C'est un milliardaire américain. Il est né en 1945. Il a un diplôme de l'Université de l'Arizona. De 1960 jusqu'au début des années 90, il était dans le domaine de l'immobilier où il a fait fortune. Ensuite, il s'est lancé dans le domaine de l'aérospatial. Il travaille notamment avec Elon Musk. Les gens le connaissent peut-être pour les voitures Tesla, mais également Elon Musk, c'est le président de SpaceX qui veut notamment lancer en fait une forme de tourisme de l'espace. Bigelow travaille avec lui pour développer des sortes de modules gonflables qui pourraient être utilisés dans l'espace. Ce Robert Bigelow a souvent été comparé un peu on dit de lui qu'il est un peu le Howard Hughes de l'aérospatial. On se rappelle Howard Hughes. Peut-être que des gens qui nous écoutent ce soir se rappellent ce film avec Leonardo DiCaprio. C'est une sorte de magnat de l'industrie de l'aéronautique, de l'aviation. Il s'était lancé aussi dans le cinéma. C'était un milliardaire, un touche-à-tout, mais en même temps un peu lunatique. Il a développé en fait des tocs, et à un moment donné, il était convaincu qu'il y avait tellement de microbes qu'il vivait dans une sorte de chambre hyper stérilisée dans un hôtel de Las Vegas. C'est un personnage curieux, un ermite qu'on ne voyait jamais, ce Howard Hughes. Robert Bigelow est un peu dans le même genre. C'est un individu que l'on voit très rarement, presque fantomatique. On sait qu'il existe, mais où est Robert Bigelow? Et là, voilà qu'il donne dans une rare entrevue à 60 Minutes et il raconte cette histoire d'extraterrestres. Et crois-moi, quand il parle d'extraterrestres, Bigelow sait de quoi il parle. Parce que, il l'a bien dit dans l'entrevue, il a dépensé des millions de dollars à cette question en 1995, parce que c'est son intérêt personnel. En 1995, il a fondé une société qui s'appelait la National Institute for Discovery Science. Cet organisme-là a perduré jusqu'en 2004.
c'était composé d'une crème de savants. Là. Vraiment, là, c'était pas des illuminés, c'était vraiment une crème de savants. Ces gens-là se sont intéressés à des anomalies. Donc, des phénomènes ovnis, phénomènes étranges, apparitions, lumière dans le ciel. Et ces gens-là étaient financés par Robert Bigelow. Et comme je te dis, ce sont vraiment des scientifiques. Ces gens-là en sont arrivés à la conclusion que beaucoup de ces phénomènes échappaient aux connaissances scientifiques actuelles. Et même si moi, j'hésite, et là, je le dirai pas souvent, mais même si moi, j'hésite à endosser l'hypothèse extraterrestre, je ne peux nier que ces gens-là, ce sont des gens brillants, une crème savante. Ces gens-là sont visiblement tombés sur des trucs qui étaient inexplicables. Bigelow a même été plus loin. Il y avait aux États-Unis un truc qu'on appelait le Skinwalker Ranch. Ça se trouve, pour situer un peu les gens, au sud-est de Roosevelt, dans l'Utah. Et c'est une ferme, hein, c'est vraiment une ferme, où on disait qu'il y avait un peu comme si c'était une sorte de microcosme de l'étrange ou une porte ouverte sur le surnaturel. Il y avait apparemment des phénomènes tout à fait extraordinaires qui étaient vécus sur cette ferme, si bien que Robert Bigelow, en 1990, a acheté l'endroit. Donc, il l'a fait barricader pour que personne ne puisse s'y approcher et il a mis des équipes de scientifiques directement sur le Skinwalker Ranch pour étudier ces phénomènes mystérieux et étranges. Donc, ici, là, il faut vraiment tenir compte de ça. Robert Bigelow n'est pas un illuminé. Il a accès, il a financé des recherches de pointe sur des phénomènes, disons, mystérieux et étranges. Et quand Robert Bigelow dit comme ça à la télévision, non seulement j'ai cette conviction-là, et si les gens n'y croient pas, j'en ai rien à cirer, parce que ça ne changera pas la réalité, je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Ben, il mentionne que les extraterrestres, selon lui, sont déjà ici, sont ici, c'est ça, ils sont juste sous notre nez. Voilà, c'est ce qu'il dit. Ça donne des frissons, parce que c'est comme tu dis, c'est un PDG multimilliardaire qui a aucun intérêt à dire que les extraterrestres existent. Non, puis un homme brillant, là, tu sais, je veux dire, puis c'est ça, il a dépensé de ses deniers, là. Il est pas là pour faire de l'argent avec ça, c'est plutôt le contraire. Pendant des années, il a investi des millions pour aller au fond de cette question-là. Et il avait engagé, durant les séries que j'ai fait pour la télévision, j'ai rencontré plusieurs chercheurs qui avaient travaillé avec Bigelow. Et crois-moi, ce sont des gens brillants, là. On est loin, là, des illuminés de service, là. On n'est pas ici avec les paranormaleux ou les courus de petits bonhommes verts, là. C'est vraiment des scientifiques dans des disciplines, des multidisciplinaires. Et écoute, ces gens-là sont arrivés à la conclusion qu'il y avait des anomalies qu'on ne pouvait expliquer, que dans bien des cas, l'hypothèse extraterrestre était peut-être la meilleure hypothèse proposée. Ben, tu vois, je l'aime, ça là, je me suis pris une note. Je pense que je vais aller lire un peu sur Robert Bigelow. Ouais. On se pose maintenant, en fait, des scientifiques se posent la question sur la mort. On veut savoir maintenant quand la mort survient. Voilà. Parce que là, je sais, les gens disent, ben là, la mort, elle survient quand tu meurs. T'es mort. Ouais, mais c'est pas si simple que ça. Hein? C'est-à-dire que, rappelons-nous, si on se recule d'un siècle, par exemple, un arrêt cardiaque était souvent synonyme de la mort. Le gars, le cœur arrêté, le gars est mort. Il n'y avait pas de manœuvre de réanimation, là. Non, voilà, le cœur arrête, il est mort. Et là, voilà qu'à peu près 40 ans, les scientifiques se sont entendus pour dire, OK, la mort, c'est pas forcément l'arrêt cardiaque, disons, c'est l'arrêt de réaction neurologique, donc la mort cérébrale. Mais même là, cette mort cérébrale, comment arrive-t-on à la déterminer? De façon, disons, générale, c'est l'absence de réaction neurologique. Donc, quand il n'y a plus rien qui bouge, que l'organisme n'est même plus capable de respirer par lui-même, et même aussi, on va parfois utiliser une lumière qu'on va envoyer dans la rétine de l'œil. Il n'y a pas de réaction à la rétine. Alors, à ce moment-là, de façon générale, on va conclure qu'il y a bel et bien mort cérébrale. Mais c'est pas unanime. En Italie, par exemple, on va plus loin que ça. En Italie, lorsque quelqu'un décède, on va exiger un scan du cerveau pour s'assurer qu'il n'y a pas de réaction neurochimique à l'intérieur du cerveau, même si vu de l'extérieur, il n'y a pas de réaction neurologique. Donc, on le voit, il y a tout un débat autour de ça. Donc, les scientifiques se réunissent pour dire, OK, est-ce qu'on pourrait établir des protocoles, des règles précises, des caractéristiques très précises qui nous diraient, voici la mort arrive à ce moment-ci. Et à partir de là, donc, des caractères qui seraient reconnus par l'Agence de santé internationale, là. Et là, les gens diront, oui, mais qu'est-ce que ça change? Et bon, évidemment, sur le plan technique, ça change
pas grand-chose, parce que quand t'es mort, mais ça peut changer quelque chose, par exemple, sur les gens, par exemple, lorsqu'ils donnent leurs organes, à quel moment la mort est-elle réellement officielle, au moment où on va prélever des organes sur les défunts. Tu comprends? Oui. Et il y a même des scientifiques qui ont démontré que dans certains cas, il y a des cellules du cerveau qui peuvent rester vivantes, disons ça comme ça, de longues minutes, jusqu'à 10 minutes après le décès soi-disant cérébral. Donc, on repousse continuellement cette échelle de la mort. Okay, mais donc, dans le cerveau, il y aurait plus d'électricité pendant 10 minutes, puis à un moment donné... Mais il y aurait encore des cellules qui seraient encore vivantes. OK. Mais ce qui nous intéresse ici, parce que, évidemment, quand je fais cette chronique-là, j'ai toujours en tête cette idée du surnaturel, un peu le paranormal. Ce qui est intéressant ici, c'est que ça relance le débat sur les expériences de mort imminente. Ces fameuses expériences au seuil de la mort, où des gens disent, voici, je suis décédé, donc j'ai eu une mort clinique, et au moment de cette mort clinique, j'ai vu l'au-delà. Mais à quel moment le voyage se fait-il? Tu comprends? Donc, quand est-on vraiment mort? Si la personne a fait ce voyage vers l'au-delà, 30 secondes après son décès, était-il vraiment mort? Et s'il n'était pas vraiment mort et qu'il y avait encore de l'activité neurochimique à l'intérieur du cerveau, comment savoir si ce qu'il a vu n'est pas une création de son imagination plutôt qu'une sorte de pied ou dans l'antichambre de l'au-delà? Donc, tu vois, il y a tout ce débat-là. À partir du moment où on ne sait pas exactement à quel moment la mort survient, à quel moment le cerveau cesse réellement toutes ses activités neurologiques, neuronales, comment déterminer à ce moment-là d'où viennent ces images et si ces images ou cette expérience est bel et bien un voyage aux portes de l'au-delà. Je trouve ça intéressant qu'on parle de ça, Christian, parce que, bon, il y a tout ça, plusieurs centaines d'années, on a retrouvé des tombeaux dans lesquels on ouvrait les tombeaux puis on s'apercevait que le tombeau avait été gratté de l'intérieur. Oui. Donc, il y a des gens qui se sont réveillés, des gens qu'on pensait qu'ils étaient morts qui se sont réveillés. Oui. Tu nous as dit au début des années 1900, le RCRR, le cours de RCR, réanimation cardio-respiratoire, ça existait pas. Puis il y a des gens qui, bon, on les prenait sur le champ de bataille, on les embarquait sur les chevaux. Ils étaient supposés être morts. On les embarquait sur les chevaux. Puis comme les chevaux trottaient, des fois le cœur il repartait, puis les gens se sont réveillés. Oui. Il y avait des gens, tu connais les expressions comme « il est sauvé par la cloche ». Sauvé par la cloche parce qu'il y a des gens comme ça, ils tomberaient raide morts, comme dans une sorte de coma. On n'était pas sûr s'ils étaient morts. On les enterrait, puis on les accrochait après un orteil ou après un doigt, une petite corde avec une cloche qui sortait de terre. Fait qu'on disait, s'il se réveille, il va bouger son doigt ou son orteil, on va entendre la cloche, puis on va pouvoir le déterrer. Fait que c'est comme ça qu'on disait, il était sauvé par la cloche. Et l'expression croque-mort, c'était vraiment l'expression, c'était littéralement croquer le mort. Ouais. Donc, quand le type était à la morgue, on y mordait les orteils. Tu l'aurais-tu fait, Laurence, toi? Non. J'aurais pas, ça me parle pas. Surtout venant d'un soldat qui a marché pieds nus sur un champ de bataille. Donc, on croquait littéralement, généralement, un orteil, le gros orteil du défunt, pour voir s'il y aurait une réaction à cette douleur. Et c'est comme ça que l'expression croque-mort est passée dans le langage populaire. Donc, c'est vrai, comme tu le mentionnes, qu'il y avait plusieurs décès qui laissaient un peu une ambiguïté. Ouais. Et on se considérait que simplement l'arrêt cardiaque était le signe de la mort. Mais en réalité, on le sait, un organisme, un corps peut reprendre vie même de longues minutes après l'arrêt cardiaque. Et en particulier si, généralement après 2 ou 3 minutes, bien sûr, si le cœur repart, et qu'il n'y a pas eu de dommages, de manque d'oxygène au cerveau, l'individu va retrouver entièrement ses capacités. Et ça peut aller à plus longtemps encore si l'individu est dans un environnement très froid. Il nous est arrivé, par exemple, de sortir des noyés qui avaient séjourné jusqu'à 20 minutes dans l'eau glacée. Ouais. Et ces gens-là, on a réussi à les ranimer sans aucune perte cognitive. Donc, ces gens-là sont revenus à la vie. Ils avaient passé 20 minutes. Ils étaient morts depuis 20 minutes. Mais parce qu'ils étaient dans un état, à cause de l'eau glacée, cet état d'hypothermie, on a réussi à les ramener et ces gens-là ont retrouvé toutes leurs facultés. Donc, c'est vrai que des décès comme ceux-là, à travers l'histoire, ont souvent alimenter toutes sortes de controverses. Et c'est probablement, de nombreux de ces récits-là sont probablement à l'origine de récits un peu de vampires et de zombies. Donc, des gens qui sont revenus à la mort après un certain temps, alors que l'on les croyait bien sûr décédés.
Christian Page, toujours franchement intéressant. Merci. Ça me fait plaisir. Fait que bonne soirée à tous. Ben, Christian Page, l'enquêteur du paranormal, allait faire un tour sur son site web, christianpage.ca. Et il l'a mentionné tout à l'heure, puis d'ailleurs sur notre page Facebook, Marceau Soir, j'ai un peu retransmis le message qu'il y avait sur sa propre page Facebook. À l'automne, Laurence, Christian Page va faire paraître son prochain livre. Et là, il va enquêter sur les théories du complot. Yes, oui. Ça va être franchement intéressant. Puis on va sûrement le recevoir. On reçoit Christian Page une fois par mois en studio. Puis on aura l'occasion de parler de quelques théories du complot. Tu dois aller voir le cover de ça. Puis c'est vrai, hein, on dirait qu'il... Tu penses-tu que c'est cette année, cette photo-là? Il a l'air plus jeune, cette photo-là. Ben, je sais pas, de voir. Regarde. Laquelle? Regarde comment il est beau bonhomme. Non, mais il paraît toujours bien. Oh, t'es têteuse. Il paraît toujours bien. Donc, l'enquêteur des théories du complot qui va être là à l'automne. D'ici là, on aura le temps de vous donner de plus amples informations. 8h50, on fait une courte pause, on vient. Marceau, le soir. Radio.